Je n'ai jamais eu peur de moi-même jusqu'à ce jour. Cela fait environ 2 semaines que j'ai découvert l'infidélité de ma femme. 2 semaines que je vis avec une rage sourde, brûlante, incontrôlable, et pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur de ce dont j'étais capable. Depuis un moment, je ressentais que quelque chose n'allait pas. Des signaux d'alarme ici et là, mais rien de concret. Quand je l'ai confrontée, elle a explosé. Une colère irrationnelle. Elle m'a crié dessus. « Comment oses-tu me soupçonner de ça? Je ne te tromperai jamais. » Ces mots m'ont glacé le sang parce qu'ils étaient trop bien rodés. Je ne l'ai pas cru une seconde. Alors j'ai fouillé son téléphone, son ordinateur, rien. Mais mon instinct me hurlait qu'il y avait quelque chose. J'ai installé de petites caméras dans la maison, puis j'ai prétendu partir en week-end pour aller voir des amis. Je suis rentré plus tôt, à un moment où je savais qu'elle serait absente. J'ai lancé les enregistrements, et là je l'ai vue, ma femme, celle que j'aimais, que je protégeais, nue dans notre lit, avec un autre homme, et pas n'importe qui, un collègue de travail. Théodore, un type avec qui nous avions partagé des dîners. Sa femme et lui étaient devenus des connaissances proches. Je n'ai pas explosé tout de suite, mais quand la réalité m'a frappé, ce fut comme si tout devenait rouge. Ce n'est pas juste une expression, j'ai littéralement vu rouge. Je suis un homme calme, d'habitude, posé, jamais violent. Mais là, j'ai perdu le contrôle. J'ai frappé les murs. J'ai donné un coup de pied si fort dans la porte de la chambre qu'elle a volé en éclats, renversant la table en verre du salon. J'ai mordu l'intérieur de ma joue sans m'en rendre compte. Quand j'ai crié, le sang a jailli de ma bouche et a éclaboussé les murs. À un moment, je me suis cogné la tête, assez fort pour me ramener à la réalité. Je regardais le carnage autour de moi et j'ai su, je devais partir, immédiatement. Si elle était rentrée à ce moment-là, je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu arriver. Au mieux, j'aurais fini en prison pour violence conjugale. Au pire, pour meurtre. J'ai fait ma valise à la hâte, pris mon ordinateur portable, vital pour mon travail dans la modélisation et la simulation, et je suis parti. Avant de quitter l'immeuble, j'ai croisé mon fils, enfin mon beau-fils. Il avait 3 ans quand je l'ai rencontré. Aujourd'hui, il en a 14. C'est mon fils. Je l'aime comme le mien. Je l'ai pris dans mes bras, je lui ai dit que je l'aimerais toujours, puis je lui ai lâché, sans réfléchir, que sa mère m'avait trompé et que je devais partir. Je le regrette profondément. Ce n'est pas à lui de porter ce fardeau, mais j'étais brisé, vidé, en état de choc. J'ai envoyé la vidéo à la femme de Théodore. Pas un mot de plus, juste « Ton mari couche avec ma femme ». Je voulais retourner en Norvège voir ma famille, mais les restrictions Covid m'en ont empêché. Alors j'ai loué un petit Airbnb. Je travaille, mais comme un zombie. Je n'ai parlé à personne sauf à mon fils. Lui seul a eu des réponses. Je lui ai dit la vérité, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, à part le divorce. J'ai reçu des centaines de messages de ma femme, de sa famille. Je n'ai répondu à aucun, je n'ai rien dit à mes amis, ils sont aussi amis avec elle. Je suis seul, et j'ai peur. Pas de ma femme, de moi, de la colère qui bouillonne encore en moi. Si je la revois, je ne sais pas ce que je ferai, je ne veux pas devenir cet homme, je ne veux pas non plus perdre mon fils, mais je ne sais même pas par où commencer pour me battre pour lui. J'ai écrit tout ça, pensant que ça m'aiderait, mais non, je suis toujours perdu, toujours en rage, et je suis terrifié. Le jour où j'ai surpris ma fiancée en train de me tromper, 2 jours avant notre mariage, j'ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois sur Reddit,
mais je pense que ce subreddit est l'endroit idéal pour enfin me libérer de ce poids. Pour situer les choses, j'ai maintenant 31 ans, homme, mais cette histoire remonte à 2014, j'avais alors 26 ans, et mon ex-fiancée, que nous appellerons Barb, en avait 25. On s'est rencontrés à la fac, on a été ensemble pendant 3 ans avant de se fiancer, et la date du mariage était fixée au bout de la 4e année. Aucun de nos parents n'était à l'aise financièrement, et comme elle faisait des études supérieures, c'est moi qui ai pris en charge tous les frais du mariage, soit 20 000 $, entièrement payés 4 jours avant le grand jour. Avant cette soirée cauchemardesque, on avait les problèmes classiques d'un couple dans la vingtaine, mauvaise communication de temps en temps, beuverie le week-end et quelques disputes inutiles. Mais à part ça, notre relation était solide. On passait beaucoup de temps ensemble à construire notre vie post-fac et à planifier notre avenir. Comme je le disais, le chèque avait été encaissé par la salle de réception 4 jours avant le mariage et le contrat stipulait qu'il était non remboursable. Plus de 120 invités avaient de confirmer leur présence, plusieurs venant de l'extérieur de l'État. Les costumes et robes de demoiselles d'honneur étaient prêts et payés. Tout était en place. Maintenant, venons-en au chaos. C'était un vendredi soir, dans notre nouvel appartement où nous venions d'emménager quelques semaines auparavant. On avait invité une douzaine d'amis pour un apéro avant d'aller en ville. Parmi eux se trouvait mon pote d'enfance, Ricky. On se connaît depuis la maternelle. Barb l'aimait beaucoup. C'était un de ses préférés parmi mes amis, ce qui est normalement une bonne chose quand ta moitié s'entend bien avec ton entourage. On a commencé la soirée dans un bar à Chicha où on pouvait apporter ses propres bouteilles. À ce moment-là, on avait déjà descendu une bouteille de Jameson et un pack de 30 bières Yuengling. Tout le monde était bien entamé. Ensuite, direction 2 à 3 bars différents, et là le groupe est devenu une bande de fêtards bruyants et ivres morts. Quand les bars ont fermé, la plupart sont rentrés chez eux, sauf Barb, Ricky, un autre couple et moi. On est retourné chez nous pour un dernier verre. Le couple n'a pas tenu longtemps. 21 minutes plus tard, ils sont partis. Il ne restait donc plus que moi, Barb et ce foutu Ricky. Plus tôt dans la soirée, j'avais remarqué que Barb regardait beaucoup son téléphone et Ricky faisait la même chose juste après. J'ai failli faire le lien, mais pourquoi m'inquiéter 2 jours avant notre mariage ? J'étais relativement sobre à ce moment-là, et comme tout l'alcool était terminé, j'ai pensé aller acheter un autre pack. Barb et Ricky étaient des bien bourrés, mais je ne voyais aucune raison de m'inquiéter si je m'absentais 20 minutes. Une fois dans la voiture, prêt à quitter le parking, j'ai eu un mauvais pressentiment. Un truc qui m'a glacé le sang. J'ai appelé mon meilleur ami, il a accepté que je passe le prendre pour m'accompagner. On est allé chercher des bières, puis on est rentré. On s'est dirigé vers la porte-fenêtre qui donnait sur le salon, avec un grand canapé d'angle juste à droite. On entre 2 pas à l'intérieur, et là je tombe sur ma fiancée, seins nus, littéralement montée sur Ricky, en train de lui rouler la pelle du siècle. Le plus fou, il ne semblait même pas remarquer qu'on était là, à 10 mètres d'eux, en train d'assister à leur scène sordide. Après 7 à 10 secondes à tenter de comprendre ce que je voyais, j'ai craqué. J'ai lâché les bières, j'ai balancé Barb en arrière, seins à l'air, et j'ai asséné 2 coups de poing à Ricky, un à l'œil, l'autre à la joue, alors qu'il était encore allongé avec ce regard de terreur absolue.
Pour vous situer, je fais 1,85 m pour 100 kg et je fais du hockey depuis toujours. Lui, 1,68 m, 63 kg, un petit coureur. Après les coups, il s'est mis à ronfler. Oui, apparemment ça peut arriver. Et il est resté KO pendant au moins 5 minutes, pendant que moi, je pétais un câble. Sans réfléchir, j'ai appelé les parents de Barb une dizaine de fois jusqu'à ce qu'ils répondent. Je leur ai ordonné de venir chercher leur fille immédiatement. Ils n'habitaient qu'à 5 minutes, donc ils sont arrivés alors que j'étais en train de hurler sur Barb. Ricky, inconscient sur le canapé, mon pote essayant de calmer la situation. Dès qu'ils sont entrés, j'ai annoncé que le mariage était annulé. J'ai exigé la bague et j'ai dit que je préférais perdre 20 000 $ que de passer ma vie avec une traîtresse. Ses parents ont passé les 20 minutes suivantes à tenter de me convaincre de ne pas annuler. Ils défendaient même Barb. « Tu ne peux pas lui pardonner ? Il est trop tard pour annuler maintenant. » Pendant ce temps, Ricky se réveillait, la moitié du visage enflé comme un pamplemousse, l'œil gauche complètement fermé. Je l'ai mis dehors, même s'il était trop saoul pour conduire. J'ai donc appelé son frère qui habitait à 20 minutes. Pendant ce temps, j'ai continué à déverser toute ma colère sur Barb, Ricky et ses parents. Étonnamment, j'ai réussi à garder la tête froide et à exprimer clairement mes pensées malgré ma rage. Habituellement, quand je suis en colère, mon cerveau part dans tous les sens et je n'arrive pas à articuler. Mais cette fois, tout était limpide. Quand Ricky est parti et que ses parents ont ramené Barb chez eux, j'avais méthodiquement démoli chaque tentative de défense, chaque excuse, chaque argument. C'était jouissif. Je ne vais pas faire semblant et dire que les mois suivants ont été faciles. 2 mois plus tard, la boîte pharma où je bossais a licencié toute ma division. J'avais accumulé des milliers de dettes pour le mariage. J'ai été au chômage pendant 5 mois et on m'a diagnostiqué une dépression sévère. Ma vie a été un vrai désastre pendant plusieurs années. Je ne souhaite ça à personne. Mais aujourd'hui, à 31 ans, tout est enfin rentré dans l'ordre. Et je n'ai jamais été aussi heureux. Merci de m'avoir permis de poser tout ça ici. J'ai abandonné ma famille et je m'en porte bien. Je suis assis dans mon camping-car garé devant un petit café avec une connexion internet gratuite. Je tape ces mots sans vraiment savoir pourquoi. J'ai repassé cette histoire des centaines de fois dans ma tête, mais peut-être qu'en l'écrivant, je réussirai à y voir plus clair. J'ai abandonné ma famille un peu plus d'1 semaine après le jour J. Ma femme, appelons-la Ève, a 36 ans, moi 37 et notre fille en a 13. Cela fait maintenant presque 6 mois. J'ai découvert son infidélité par pur hasard. J'étais complètement aveugle. J'étais persuadé que notre mariage allait bien. On avait une vie intime active, on parlait pendant des heures, on faisait régulièrement des sorties à 2, on avait des loisirs communs, d'autres séparés, on était en bonne santé, en forme, ça allait bien. Ou peut-être que je ne voyais que ce que je voulais voir, mais voilà. Ève m'a trahi. Elle a choisi un autre homme. Comment peut-elle prétendre m'aimer si elle est capable de me trahir de cette manière ? Je croyais qu'elle était ma meilleure amie. Quelle blague. Avec du recul, je comprends que je regardais ma vie à travers des lunettes roses. Je pensais que ma famille m'aimait. Je croyais être important à leurs yeux. J'étais qu'un imbécile. Je suis rentré tard du travail ce soir-là, après une formation sur la sécurité. Elle dormait sur le canapé. Une notification est apparue sur son téléphone. Un message accompagné d'émojis.
les mêmes que j'utilisais quand je lui écrivais. Un truc m'a paru louche. J'ai fouillé. Et là j'ai découvert l'ampleur de l'horreur. Ça durait depuis au moins 5 mois. L'amant, je le connaissais, appelons-le Adam. Un collègue de boulot à elle. J'étais même allé à un barbecue chez lui, rencontrer sa femme, ses enfants, 3 enfants, dont un bébé de 2 ans. En lisant les messages, quelque chose s'est brisé en moi, quelque chose de profond, une fracture irréversible. En quelques instants, je suis passé de l'amour à la haine, puis au vide total. Pas seulement pour Ève, mais pour tout. J'étais anesthésié. J'ai pris des photos des messages, puis je suis monté me coucher. J'ai passé la nuit les yeux fixés au plafond, sans dormir une seconde. Le lendemain, elle s'est plainte que je ne l'avais pas réveillée pour aller se coucher. Elle avait mal au cou à force de dormir sur le canapé. Moi, je n'entendais plus rien. Tout me semblait sourd, comme si le monde avait baissé le volume. J'aurais dû être en colère, mais je ne ressentais rien. Au petit déjeuner, je n'ai pas prononcé un mot. Ma femme et ma fille bavardaient tranquillement. Aucune d'elles n'a remarqué quoi que ce soit d'étrange chez moi. J'étais invisible, absent, et pourtant là. Je me sentais comme un inconnu dans mon propre corps. Les jours ont passé. J'ai continué à faire comme si de rien n'était. Travail, tâches quotidiennes, mais je ne parlais plus, et personne ne s'en est aperçu. Au bout de 5 jours, Ève m'a enfin demandé si quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas répondu, juste une moue évasive. Ça lui a suffi. Elle n'a pas insisté. Le lendemain, je ne suis pas allé travailler. J'ai rassemblé des affaires, du matériel de camping et de chasse, sans vraiment savoir pourquoi. J'ai tout mis dans ma voiture, puis je me suis mis à errer dans le quartier. Finalement, je suis rentré à la maison et me suis assis à la table de la cuisine pour l'attendre. Quand elle est rentrée avec les courses, elle s'est mise à raconter sa journée sans même me regarder. Notre fille est venue la rejoindre, même scénario. Elle discutait comme si je n'existais pas, comme si j'étais d'un meuble. J'ai été envahi par un vide, puis par une douleur brutale. J'ai pleuré en silence, toujours rien, alors j'ai explosé. J'ai pris le verre d'eau devant moi et l'ai jeté de toutes mes forces contre les carreaux au-dessus de l'évier. Le verre a éclaté, des éclats partout. Elles se sont retournées choquées et là, elles m'ont vu, le visage déformé par les larmes et la rage. Silence. Puis j'ai parlé. Ève, je sais pour toi et Adam. Ma fille s'est tournée vers elle, choquée. Quoi? C'est vrai, maman? Ève a bredouillé un « Je suis désolée, je peux tout expliquer » avant de se retourner vers notre fille. Et elles ont commencé à se disputer. Comme si je n'étais même pas là, moi, le mari trahi. Rien. Même pas un regard. J'ai fini par sortir de la maison. J'ai regardé à travers la fenêtre. Elles étaient toujours en train de s'engueuler. Elles ne s'étaient même pas rendues compte que j'étais parti, alors j'ai démarré la voiture et j'ai disparu. Les appels ont commencé peu après, incessants, messages, voicemail. J'ai éteint mon téléphone. Le lendemain, j'ai retiré la moitié de notre argent. J'ai appelé mon patron. Je ne sais pas quand je reviendrai. Si tu ne viens pas, tu es viré. Ok. Puis j'ai raccroché. Je n'en avais plus rien à faire. Je suis allé chez Adam. C'est sa femme qui a ouvert. Je lui ai remis une copie des messages. Je lui ai dit tout ce qu'il avait fait avec ma femme. Puis je suis parti, la laissant en larmes. Je me suis installé dans un hôtel miteux à la sortie de la ville. Les jours suivants ont été flous. Je pensais à mourir. Souvent, le frère d'Ève, un flic, a fini par me retrouver.
appelons-le Bob. Il m'a embarqué, menotté. Mais au lieu de m'emmener au poste, il m'a ramené chez moi. Là, Ève et ma fille ont commencé à me hurler dessus. Elles m'accusaient de les avoir abandonnés, de les avoir inquiétés. Moi, j'écoutais abasourdi. Finalement, Ève m'a crié « Dis quelque chose !» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « J'ai rien à te dire, salope !» Bob a explosé. Il m'a plaqué contre le mur, il hurlait. Et moi ? Je riais, parce que ce moment était parfait dans toute son absurdité. Ta femme t'a quitté aussi, Bob. Tu la frappais peut-être ? Il m'a mis un coup violent, j'ai saigné, j'ai craché au sol, puis je lui ai craché au visage. Va te faire foutre, Bob. Un dernier coup, j'ai perdu connaissance, je me suis réveillé à l'hôpital, commotion cérébrale. Je vomissais, mes premiers mots à l'infirmière ont été clairs. Si ma famille revient, je me casse, je me fous des conséquences. Ils ne sont jamais revenus. J'ai enfin eu un moment de paix. J'ai rédigé une lettre pour chacun. À Bob, je lui ai dit que s'il me cherchait encore, je le dénoncerais. À ma fille, que sa mère m'avait détruit et qu'elle n'aurait plus de père. À Ève, une lettre plus longue où je lui disais de vendre la maison. Qu'il n'y aurait plus jamais de contact. Jamais. Je concluais en disant combien elle m'avait fait souffrir. J'aurais dû m'arrêter là. Ce dernier aveu de douleur, je le regrette encore aujourd'hui. Je lui ai offert un petit morceau de moi en plus. Un soir, j'ai quitté l'hôpital. Par l'escalier de secours. J'ai déclenché une alarme, mais personne ne m'a arrêté. J'ai échangé ma voiture contre un camping-car. Et j'ai roulé. J'ai changé de numéro. J'ai appelé mon père, le seul à qui j'ai parlé. Je lui ai tout raconté. Je lui ai dit que s'il transmettait mes infos, je disparaîtrais définitivement. Pendant des mois, j'ai pleuré la perte de ma vie d'avant. Puis j'ai compris, je pleurais une illusion, une famille qui n'a jamais existé, un mensonge. Aujourd'hui, je vis dans l'ombre, sans compte bancaire, sans adresse, je fais des petits boulots, je vis dans la nature, je suis en forme, libre, personne ne me manipule plus, je ne sais pas ce que sont devenus Ève, ma fille, la maison, les papiers du divorce, et je m'en fous. Quand ma fin viendra, je vendrai tout, je brûlerai ce qui reste, je partirai dans un parc naturel, et je disparaîtrai. Parfois, je vais dans des centres commerciaux ou des gares. Je regarde les hommes, ceux qui étaient bêts comme moi, qui se tuent à la tâche pour une famille qui ne les voit même pas. Je reconnais ce regard vide, je l'avais moi aussi, ça fait du bien de l'écrire, merci de m'avoir lu,